Bonjour, je suis Eric de la chaîne Les tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo la suite de la définition qu'est-ce que c'est des serveurs, à quoi ils servent. La suite, donc là on va parler des serveurs DNS. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce bleu pour m'encourager. Cela me permettrait de me faire plaisir et me permettrait de faire évoluer ma chaîne et pourquoi pas, pour les nouveaux arrivants, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Donc, qu'est-ce que c'est un serveur DNS? On va rentrer dans le sujet. C'est quoi un serveur DNS? Le serveur DNS, donc Domain Name Service, ou système de nom de domaine, est en quelque sorte le répertoire téléphonique d'Internet. Les internautes accèdent aux informations en ligne via des noms de domaine, par exemple google.fr ou facebook.com. Tandis que les navigateurs interagissent avec par le biais d'adresse IP, Internet Protocol ou protocole d'Internet, le DNS traduit les noms de domaine en adresse IP afin que les navigateurs puissent changer les ressources web, donc page web. Quand on dit ça, c'est par exemple quand vous êtes sur Internet et que vous, comment je peux dire, que vous écrivez une adresse IP, pas une adresse IP, une adresse d'Internet sur votre navigateur. Là, quand vous faites ça, vous avez automatiquement une adresse IP qui est liée. Vous n'avez pas marqué, par exemple, ça va être pas évident de se rappeler de l'adresse IP de Google, ou l'adresse IP de Facebook, ou l'adresse IP d'un autre site que vous aimez, de vos sites favoris. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un lien, vous voyez même sur la télé, etc. Il vous propose des sites web. Allez sur le site web un tel, sur le site web un tel. Il ne vous donne pas une adresse IP, il vous donne un nom. C'est ça qu'on appelle ça le domaine de serveur. Et cela sert à vous permettre, justement, en tapant ça, lui, le serveur, la fonction DNS, va permettre de modifier cette adresse en adresse IP pour pouvoir vous renvoyer l'image de la page d'internet que vous voulez consulter. Voilà quoi, d'une certaine façon, on imagine qu'est-ce que c'est Internet, le DNS. Donc, à quoi il peut servir, donc, comme je vous ai expliqué. Donc, chaque appareil connecté à Internet dispose d'une adresse IP unique que d'autres appareils utilisent afin de trouver grâce au serveur DNS. Les internautes n'ont pas, donc, comme je vous ai dit, n'a pas à mémoriser les adresses IP. Hein. C'est pour ça que ça permet de pouvoir être plus facilement identifiable, surtout que là, on est en adresse IP V4, la version V4, IPv4, et là, on passe sur les adresses IP V6, et c'est plus 192.168.1.1.1, c'est une adresse IP qui fait plus de... il y a beaucoup plus de caractères, nettement plus. Et c'est pour ça que c'est pas évident de se rappeler de ça. D'accord? Là, je vous donne un exemple, 192.1. Si on prend Google, l'adresse IP Google générique, c'est 8.8.8.8. Vous voyez, si je vous fais un petit partage vite fait, je vous ouvre mon navigateur. Ici, je marque 8.8.8. Je marque 4 fois 8. Regardez, il va rechercher. Et normalement, il va nous balancer sur Google. S'il veut bien sûr. Il dit s'il veut bien. Là, il recherche. Sinon, on peut rechercher d'une façon différente. Mais là, c'est de la même façon. Si on regarde, si on lance une invite de commande, bon, là, il n'a pas trouvé. Non, c'est ça, c'est le serveur 8.8.8. Je vais essayer de vous faire voir autrement. On va faire autrement. Je vais vous écrire une invite de commande qui vous permettra de mieux comprendre. Là, si je ping, par exemple, là, si on fait comme ça, google.fr, vous voyez, il va vous donner l'adresse IP. Il répond, et regardez l'adresse IP. Là, c'est l'adresse IP V6. Vous imaginez la longueur? Comment voulez-vous qu'on se rappelle de ça? C'est pas possible. Si on l'utilise, cette adresse IP-là, on essaie de la copier. On va essayer de la copier pour aller dans le navigateur. Voir si il va le prendre. On fait comme ça. Vous voyez, ça le renvoie bien. Là, ça me fait une recherche, mais il voit bien que c'est pas Google. Mais vous voyez, c'est assez complexe, l'adresse IP. Là, ça peut être Google, ça peut être, par exemple, si on prend on ping Facebook, vous voyez, ils sont en adresse IPv6. Et ça, comme vous pouvez voir, il a converti, ce que j'ai expliqué, il a converti automatiquement l'adresse IP
l'adresse que vous avez tapée dans le navigateur en une adresse IP. Là, c'est en adresse IP V6. Vous l'avez ici en adresse IP V4, mais c'est pareil. D'accord? C'est une version différente. Voilà ce que le DNS vous procure et ce qu'il peut servir, à quoi il peut servir. D'accord? Comment fonctionne donc le DNS? Donc, comme je vous dis, c'est le processus de résolution de DNS qui implique la conversion d'un nom de domaine, par exemple, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, en adresse IP au format informatique, par exemple 192.168.1 que je vous ai. Chaque appareil relié à Internet se voit attribuer une telle adresse. Cette dernière permet de trouver l'appareil approprié sur Internet, de la même manière qu'une adresse avec une rue qui nous permet de trouver votre domicile. Par exemple, si vous dites que vous habitez là-bas, ça ne vous donne pas d'informations. Quand vous devez écrire à quelqu'un ou quelqu'un vous écrit, vous donnez l'adresse postale. Donc, 4 allées des trucs de chute à Poissy ou à Paris ou à Bordeaux. Oui, ça vous donne ces informations-là. Vous marquez ça avec le code postal 93, 24, etc. Ça, c'est ça une adresse. On pourrait dire qu'on peut le convertir comme une adresse IP. La seule chose, c'est que vous allez envoyer ça, c'est votre adresse, mais liée à votre nom. Donc, c'est comme si votre nom cachait votre adresse postale. Ça vous permet de vous retrouver. Donc, lorsqu'un utilisateur souhaite charger une page, une traduction doit intervenir entre l'adresse de l'utilisateur saisie dans son navigateur et l'adresse utilisable de la machine nécessaire pour localiser la page. Vous voyez, c'est quand vous recherchez, si on revient sur le navigateur, vous allez dessus. Et si on regarde bien, vous pouvez avoir les coordonnées de certaines adresses. Par exemple, vous avez aussi des coordonnées quand vous recherchez un appartement, une maison conquête. Quelquefois, on vous donne une ville, quelquefois, on vous donne un truc de géolocalisation. Vous êtes à 30 degrés nord du 80 degrés sud. Vous voyez, c'est des termes. Et si vous les marquez ici, ça vous enverra automatiquement à une adresse, à un lieu. C'est le même principe pour l'histoire du DNS. Ça fonctionne de la même façon. Donc, afin de comprendre que le processus à l'œuvre derrière la résolution, il est important de connaître les différents composants physiques par lesquels une requête DNS doit passer, du point de vue du navigateur. La recherche DNS s'effectue en arrière-plan. Vous pouvez le voir, c'est quasi instantané, vous ne le voyez pas. Il ne nécessite aucune intervention de l'ordinateur, de l'utilisateur, en dehors de la demande initiale. Donc, il y a 4 types de serveurs. 4 serveurs DNS sont impliqués dans le changement. Comment fonctionne 4 serveurs DNS, c'est pas 4 serveurs précisément, c'est une faute de langage, sont impliqués dans le chargement d'une page web. Vous avez le récurseur, le DNS récurseur, c'est le protocole. Le récurseur peut être considéré comme un bibliothécaire à qui l'on demande d'aller chercher un livre particulier quelque part dans une bibliothèque. Il s'agit d'un serveur conçu pour recevoir les requêtes des ordinateurs clients par l'intermédiaire d'applications comme le web, comme par exemple Google Chrome, Edge, Firefox, tel que l'utilisateur, donc web. Généralement, les récurseurs se chargent ensuite d'effectuer les demandes supplémentaires nécessaires à la résolution de la requête DNS du client. Donc ça s'appelle à ce moment-là, c'est le serveur nom de racine. Le serveur racine, donc nom racine, constitue la première étape de la traduction-résolution des noms de domaine lisibles par l'humain en adresse IP. Il s'agit en quelque sorte du catalogue d'une bibliothèque. Il renvoie vers les différents rayonnages de livres et sert généralement de référence pour trouver d'autres emplacements plus spécifiques. Par exemple, quand vous regardez dans un livre, vous recherchez dans la table de matière, vous pouvez retrouver un chapitre. C'est ça, là, le serveur de nom de racine, c'est le chapitre. Il vous fait voir les chapitres où sont passés. Le curseur vous emmène le livre, le curseur DNS. Le serveur de nom de racine vous fait voir la table des matières pour retrouver une information. D'accord ? Après, vous avez donc les deux autres fonctionnements. Le serveur de nom DLD, serveur de domaine de premier niveau, DLD ou Top Level Domain, peut être considéré comme un rayonnage spécifique au sein d'une bibliothèque. Étape suivante dans laquelle la recherche d'un adresse IP spécifique ce serveur de nom héberge la dernière partie du nom d'autre. Par exemple, dans l'exemple etc.com, c'est le serveur DLT qui est ainsi le .com. Vous cherchez dans le dictionnaire, ça va être précisément le nom précis que vous cherchez. Le premier vous amène le livre,
Le deuxième vous fait voir où elle est la table des matières. Et le troisième vous dit, voilà le nom que vous devez rechercher, qui est là. Et le quatrième, donc serveur de nom de référence, le dernier serveur de nom peut être considéré comme un dictionnaire situé sur un rayonnage. Il rend possible la traduction d'un nom spécifique sous forme d'une définition. Le serveur de nom de référence constitue la dernière étape d'une requête effectuée au serveur du nom. Si le serveur de nom de référence a accès à l'enregistrement demandé, il renvoie l'adresse IP du nom de l'hôte demandé au récurseur et le récurseur de bibliothèque qui a effectué la requête initiale. Il renvoie là-haut et pour vous c'est complètement transparent parce que ça, vous voyez pas ce qui apparaît. Ça se fait automatiquement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un quasi instantané. Et quelle est la différence entre un serveur DNS de référence et un serveur DNS récursif? Vous avez compris la première nuance. Là maintenant, qu'est-ce que c'est la différence entre un serveur de DNS de référence et un serveur de DNS récursif? Ces les deux concepts font référence à des serveurs, groupes de serveurs ou groupes de serveurs, faisant la partie intégrante de l'infrastructure DNS. Ils présentent chacun un rôle différent et ne se situent pas au même emplacement dans le pipeline d'une requête DNS. Pour comprendre la différence entre les deux, il suffit de se souvenir que les résolveurs récursifs se trouvent au début de la requête DNS et le serveur de nom de référence est à la fin. On a vu sur les 4 types de serveurs. Le résolveur DNS récursif, qu'est-ce qu'il fait? Le résolveur récursif désigne l'ordinateur qui répond à la requête récursive d'un client et prend le temps de suivre l'enregistrement DNS. Il lance pour cela une série de requêtes jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil du nom de DNS, de référence. Donc, c'est, on va dire, c'est trace het. Il recherche l'endroit où est votre serveur, où est votre page web. Il recherche quand vous allez sur Internet, vous tapez, la page web n'est pas dans votre ordinateur elle-même. Elle est sur un serveur qui se trouve peut-être aux États-Unis, qui se trouve peut-être en Russie, ou en Afrique, ou autre, quel que soit l'endroit. Et ben, il va rechercher, quand il va envoyer le serveur de votre fournisseur d'accès, il va envoyer cette information-là au serveur DNS pour rechercher où est enregistré le serveur. Ce serveur-là va lui dire, bah attends, je vais rechercher, jusqu'à temps qu'il tombe sur le serveur en question, qui est le serveur de référent. Donc, heureusement, le serveur, quand je vous dis récursif, n'ont pas toujours effectué plusieurs requêtes pour rechercher les enregistrements permettant de répondre à un client. En tant que processus persistant des données, la mise en cache permet de court-circuiter les requêtes nécessaires en fournissant les enregistrements des ressources demandées plutôt au sein des recherches. C'est comme le système ARP ou le protocole ARP. Il enregistre, vu qu'il a tout le temps les demandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une sorte de petite table de matière dans son coin. On appelle ça une table de routage ou une table de données. Et il va marquer comme cas que je sais que maintenant le serveur Intel de Google est cette adresse-là. La prochaine fois qu'on me demande, je n'ai pas besoin d'aller me demander de chercher où ça vient. Il a déjà l'information. Ça permet de gagner du temps. Entre autres. Le serveur de référence, lui, à quoi il sert? Le terme serveur DNS de référence désigne un serveur détenant réellement les enregistrements. Donc le serveur précisément où le site web est posé. De ressources DNS est responsable de ces derniers. Situé tout au bout en bas de la chaîne de recherche DNS, ce serveur répond en renvoyant l'enregistrement de la ressource recherchée. Ce faisant, il permet finalement au navigateur web d'effectuer la requête d'atteindre l'adresse IP nécessaire pour accéder à un site web ou à d'autres ressources web. Un serveur de nom de domaine, un nom de référence, peut satisfaire les requêtes à partir de ses propres données sans avoir à interroger une autre source, car il s'agit de la source unique de vérifier pour être certain de l'enregistrement DNS. Vous voyez? Donc, quelles sont les étapes d'une recherche DNS? Comment ça se déroule? Dans la plupart des situations, le DNS se charge de la traduction du nom de domaine afin d'aboutir à l'adresse IP appropriée. D'accord? Pour comprendre le fonctionnement de cette opération, il s'avère utile de suivre le parcours d'une recherche DNS, depuis son émission dans leur navigateur web jusqu'à son traitement par le processus de recherche DNS lui-même, avant de revenir à son origine dans le sens inverse. Examinons les différentes étapes. D'accord? Les informations d'une requête DNS sont souvent mises en cache localement dans l'ordinateur à l'origine de ces requêtes. C'est le cas, on appelle ça le cache du navigateur. Chaque navigateur a son propre cache. Si vous le videz, il perd ce cache-là, ou à distance, au sein d'une infrastructure DNS. Une recherche DNS se compose généralement de 8 étapes.
lorsque les informations DNS sont mises en cache. Le processus de recherche DNS ignore certaines étapes, accélérant d'autres dans son traitement. L'exemple ci-dessous décrit l'ensemble des 8 étapes, dans l'absence d'informations mises en cache. On va faire les étapes. Donc, quelles sont ces 8 étapes? La première étape, c'est utiliser un utilisateur ou vous, par exemple, vous saisissez l'adresse de la page web dans votre navigateur. La requête est cheminée via Internet et reçue par le résolveur DNS récursif. D'accord? L'étape 2, donc le résolveur interroge. Ce dernier répond au résolveur avec l'adresse IP du serveur DNS de domaine, de premier niveau. On a vu le .com ou le .net, les noms de domaine, sur lesquels sont conservées les informations relatives à ces domaines. Ainsi, lors d'une recherche portant sur l'exemple.com, par exemple, la requête est dirigée vers le serveur en question. Étape 4, le résolveur émet ensuite une requête vers le TLD, il renvoie une requête avec le .com. Étape 5, le serveur TLD répond alors avec l'adresse IP du serveur, dont le nom de domaine. Donc il répond en lui donnant l'adresse IP en question. Étape 6, enfin le résolveur récursif envoie une requête au serveur du nom de domaine. Il envoie directement à la page web où on va chercher. Le serveur de nom de domaine renvoie ensuite l'adresse IP du site web vers le résolveur. Ça le fait apparaître et à la finale, et le résolveur DNS répond alors au navigateur web avec l'adresse IP du domaine initialement demandé. Et ça, c'est converti automatiquement. C'est que des adresses IP qui circulent, mais ça fait apparaître pas l'adresse IP, ça vous fait apparaître la page web avec le nom de la page web que vous avez consultée. Mais derrière cette page web, il y a une adresse IP qui est derrière. Les 3 étapes, donc, automatiquement, c'est 8 étapes. Une fois que ces 8 étapes à recherche DNS sont envoyées, l'adresse IP de l'exemplaire du générateur peut émettre la requête de la page web. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le navigateur envoie une requête HTTPS à l'adresse IP. Le serveur situé à cette adresse renvoie la page web à afficher dans le navigateur, ce que je vous ai expliqué, donc les 3 autres étapes qui suivent. Et ça permet à la requête non récursive de ce type de requête est généralement émise lors d'un client résolveur DNS interrogé. Il a accès soit parce qu'il s'agit d'un serveur de référence ou sa référence, soit parce que l'enregistrement existe dans son cache. En règle générale, un serveur DNS met en cache les enregistrements DNS afin d'éviter une consommation de la bande passante supplémentaire et une surcharge de serveur en amont. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est un résolveur DNS maintenant? On va rentrer un peu plus dans le truc. Donc, ce résolveur DNS, il est chargé de communiquer avec le client à l'origine de la requête initiale. Le résolveur DNS constitue le premier arrêt lors d'un processus de recherche DNS. Il démarre la séquence de requêtes, puis conduira finalement à la traduction de l'URL afin d'obtenir la récipe requise. En règle générale, une recherche DNS non mise en cache impliquera à la fois une requête récursive et itérative. Vous voyez, ça nous permet intégralement de pouvoir faciliter la chasse. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre? C'est que la différence entre une requête DNS récursif et un résolveur DNS récursif, la requête désignée la demande adressée à un résolveur DNS afin de solliciter la résolution de cette dernière. Le résolveur DNS, lui, récursif, se rapporte à l'ordinateur qui accepte une requête récursive et traite la réponse en effectuant les requêtes nécessaires. Donc, quels sont les types de requêtes DNS? Nous avons une recherche DNS typique, générée de 3 types de requêtes, grâce à l'utilisation conjointe de ces dernières. L'utilisation des processus de résolution DNS peut déboucher à une réduction de la distance parcourue. Idéalement, le processus peut disposer de données d'enregistrement mises en cache, afin de permettre au serveur de nom de domaine, nom de DNS peut-être, de renvoyer une requête non récursive. Donc, être plus rapide. Donc, les 3 types de requêtes, qu'est-ce qu'on a? On a la première requête, la requête récursive. Dans une requête récursive, un client DNS demande à un serveur DNS, généralement un serveur DNS récursif, de répondre au client, soit en renvoyant l'enregistrement de la ressource demandée, soit par un message d'erreur, s'il ne parviennent pas à trouver l'enregistrement. Donc, le page web, entre autres. Donc, la deuxième étape, c'est une requête itérative. Dans cette situation, le client DNS permet au serveur DNS de renvoyer la meilleure réponse possible. Si le serveur DNS interrogé ne trouve pas la réponse dans la requête, il renvoie une recommandation vers un serveur DNS de référence situé à un niveau plus bas de l'espace du nom de domaine. Le client DNS émet alors une requête vers l'adresse recommandée. Le processus continue à interroger
d'autres serveurs jusqu'à temps qu'ils trouvent l'endroit. Donc, jusqu'à ce que l'erreur soit produite ou que le délai expire. Donc, on appelle ça le time user. Et troisièmement, troisième étape, donc, la requête non récursive, ce type de requête est généralement émise lorsqu'un client des résolveurs DNS interroge un serveur DNS d'enregistrement auquel il a accès soit parce qu'il s'agit d'un serveur de référence pour cet enregistrement, soit parce que l'enregistrement existe dans son cache. En règle générale, un serveur DNS met en cache les enregistrements DNS afin d'éviter une connexion de la bande passante supplémentaire. D'accord, surcharge en amont. Donc, quelle est la mise en cache ou d'où vient? Donc, l'idée de la mise en cache consiste à stocker de manière temporaire, c'est ça la mise en cache, les informations de données à un emplacement afin d'améliorer les performances et la fiabilité des requêtes de données. La mise en cache DNS implique le stockage des données plus près du client demandeur afin d'accélérer le processus de résolution DNS et d'éviter les requêtes supplémentaires au sein de la chaîne de recherche DNS. C'est pour ça que vous voyez, quelquefois, ça va plus rapidement à rechercher une information quand vous tapez votre adresse IP ou quand vous faites une recherche. Ça permet d'être plus réactif en mettant en cache. Qu'est-ce qu'est la mise en cache donc? Je vous dis, il vient donc. L'objectif de la mise en cache consiste à stocker de manière temporaire. Les navigateurs web modernes, donc Google et Safari, sont conçus par défaut pour mettre en cache les enregistrements DNS pendant une durée déterminée. L'objectif de l'opération est d'éviter, évidemment, plus la mise en cache DNS est réalisée à proximité du navigateur web, moins d'étapes et de traitements seront nécessaires pour vérifier le cache et d'effectuer la requête correcte à une adresse IP donnée. Lorsqu'une requête d'enregistrement DNS est émise, le cache du navigateur constitue ainsi le premier emplacement à être vérifié pour trouver l'enregistrement demandé. Donc la mise en cache toujours, j'avais fait une mise en cache au niveau du système d'exploitation. Donc le serveur DNS, lui, au niveau du système d'exploitation, constitue la deuxième et dernier arrêt au niveau local, avant qu'une requête DNS ne quitte votre ordinateur. Le processus conçu pour traiter cette requête au sein de votre système d'exploitation est communément appelé résolveur TUP ou client DNS. Lorsqu'un résolveur TUP reçoit une requête d'une application, il vérifie d'abord son propre cache pour voir si l'enregistrement s'y trouve. Pour vérifier, pour être plus rapide. Si il ne s'y figure pas, alors le résolveur envoie automatiquement une requête DNS avec une application récursive activée. Elle est à l'extérieur du réseau pour vérifier, pour rechercher l'information. On peut voir récursive DNS dépendant du fournisseur d'accès à Internet. Comme à toutes les étapes précédentes, lorsqu'un résolveur récursif dépendant d'un fournisseur d'Internet reçoit une requête DNS, il vérifie lui-même si la traduction de l'adresse IP haute en adresse IP est déjà stockée dans sa couche. Vu que les serveurs de vos fournisseurs d'accès, c'est des serveurs. Cette mise en cache, donc, comme vous pouvez le voir, résolveur, donc, il dispose également des fonctions supplémentaires selon le type d'enregistrement présent dans son cache. Vous avez le résolveur ne contient pas d'enregistrement A, mais qui dispose des enregistrements S pour les serveurs de nom de référence. Il interrogera ce serveur de nom directement en contournant plusieurs étapes de la requête DNS. Le raccourci empêche les recherches à partir des serveurs non racines. Ça permet d'être un peu plus réactif dans notre recherche portant l'exemple et permet de résoudre plus rapidement. C'est pour ça que ça vous permet d'être plus rapide. Ou deux, le résolveur ne contient pas d'enregistrement DNS, NS peut-être, il envoie une requête au serveur TLD.com dans le cas précédent en contournant le serveur racine, toujours pour gagner en rapidité. Et dans l'éventualité peu probable où le résolveur ne contient pas d'enregistrement pointant vers le serveur TLD, il interroge alors les serveurs racines. C'est ce cas de figure de se produit généralement après la purge d'une cache DNS. Vous avez une commande justement qui s'appelle pas Renews Release, mais vous avez la possibilité, et pour le cache DNS, je ne me rappelle plus. Je le mettrai dans les commentaires si je retrouve. Cette commande, c'est une commande qui permet de vider le cache DNS. D'accord? Mais ça vous permet de vider le cache DNS. Si vous le videz, automatiquement, les données qu'il a enregistrées sont perdues. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Là, c'est une vidéo en théorie. La prochaine vidéo, sur le même, qu'est-ce que c'est un serveur, à quoi ils peuvent servir. La prochaine vidéo, ce sera sur le DNS, mais là, ce sera en mode pratique. Et je vous ferai voir comment configurer un serveur DNS. Avec pas autant d'explications que ça, mais qui vous permettra de savoir qu'est-ce que c'est un serveur DNS et comment le configurer. Et je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. Et si cela vous intéresse,
que je reparle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me ferait plaisir et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, visitez mon site web. Merci, au revoir et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.